Nous sommes dans le département du Mongo, c'est dans la région du littoral. Une ville plus connue par tous pour la qualité de son poivre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous sommes à 150 mètres du goudron. Et l'homme que vous voyez, c'est Étienne Galleux. Il nous conduit volontiers à l'hôpital de Penja. Un hôpital qui n'est plus que l'ombre de lui-même à nos jours. Mais avant de commencer la visite avec notre guide, permettons à Sa Majesté Songa Daniel de nous retracer brièvement l'historique de cet hôpital. L'hôpital de Penja est créé dans les années 1949 par le syndicat des planteurs à l'époque. Les planteurs de Gros Michel, la banane Gros Michel. C'est ce syndicat qui avait créé, qui a construit cet hôpital dans les années 1949. Nos parents ont donné la terre au syndicat parce que Penja a 3 villages. Il y a Mpula, il y a Machom, il y a Mataba. L'État nous a remis l'hôpital en 2009. L'hôpital, qui était une référence dans les années 1960, est aujourd'hui fermé, faute de moyens d'entretien. Et si on allait visiter ce qu'il en reste? Un sol en piteux état qui renseigne à juste titre sur l'aspect amoché des bancs sur lesquels les malades s'asseyaient en attendant d'être consultés. La salle de consultation, quant à elle, souffre depuis des années. Le toit est éventré, les murs fissurés, le lit de consultation et la salle tout entière sont devenus le lieu où la saleté dans toute sa diversité vient prester à tout bout de champ. Double. Donc quand les malades arrivaient le matin, ils restaient sur le banc comme vous avez vu là dehors, ils passaient ici, et avant que le consultant qui était ici en haut au laboratoire, et puis ce qu'il fallait peut-être voir directement le médecin, ils les envoyaient chez le médecin. Et quand... Suivons le guide et dirigeons-nous à présent vers le laboratoire. Les images parlent d'elles-mêmes. Des débris de bois issus du plafond y ont élu domicile. On se souvient de ce modèle de téléphone fixe dactylographié qui lui aussi a succombé à la pression du temps. Le matériel de stérilisation médicale, quant à lui, était stocké ici. Direction la salle de prélèvement. C'est sur ce lit que les médecins procédaient aux prélèvements vaginaux des femmes. Nous sommes principalement ici dans la salle de prélèvement avec le lit, là où pour les examens, pour les prélèvements vaginaux ou cervico-vaginal. Donc c'est ici qu'on prélevait toutes les femmes ici. Le temps pour notre guide de fermer la porte du laboratoire. Rendons-nous au pavillon maternité. Ici, c'est la salle de consultation prénatale, donc le major de la maternité restait là. Ici, c'est la salle d'accouchement. Ici, c'est la salle de travail. Donc, quand une femme est en travail, elle est dans la salle d'attente ici. Après, elle va à la salle d'accouchement et puis elle sort par là pour aller dans la salle. Ici, c'est les toilettes du personnel. Ici, c'est la salle de garde. Donc, dans la nuit, c'est là où on se reposait quand il n'y avait pas trop de faire. Ici, c'est la première salle commune, capacité de 8 lits. La deuxième salle commune, capacité de 8 lits également. Là, on ne peut pas visiter, mais vous regardez, il y a des cadenas parce que les gens y vivent. Ici, c'était la troisième salle commune de la maternité, avec une capacité de 8 lits également. Bien sûr.
De ce côté, bon, on utilisait ça comme une pharmacie de secours, pharmacie de garde la nuit. Bon, ici, voilà, une pharmacie de secours la nuit. Ici, c'est une salle individuelle, moderne, avec douche interne. Toutes ces salles dédiées à la maternité sont devenues des lieux d'hébergement pour des riverains. Vous comprenez pourquoi notre guide ne peut nous les ouvrir. Oui, la maternité que vous avez présentée là, a une capacité de 43 lits. Donc il y a d'abord les salles communes, trois salles communes d'une capacité de 8 lits chacune. Et il y a 8 salles de 2 lits et 3 chambres individuelles avec douche interne. Un bureau pour le major, comme je vous ai présenté tout à l'heure, avec les douches pour le personnel. C'est devenu les salles d'hébergement. Voilà, il y a les gens qui logent à l'intérieur. Mais où est-ce qu'il nous emmène cette fois? Voilà. Ici, nous sommes dans le service de la chirurgie. Donc, le bloc opératoire est devant nous, nous allons le regarder tout à l'heure. Des câbles électriques longent les murs, tels des toiles d'araignée, ce qui constitue un danger pour les habitants de ce bâtiment chirurgical. Ici, c'est la salle de travail. Et ce qui frappe à l'œil, c'est ce qu'est devenu le lavement des médecins avant une opération. Là, c'était les trucs. Là, il y avait un robinet. Dès qu'on a pris là, l'on lave les mains, le savon était là, bien serré. Donc, et on se prépare. Quittons cette salle pour le bloc opératoire. Ici, c'est l'autoclave. Donc, tous les matériels étaient stérilisés là-dedans. Ici, voilà, c'est une machine à laver. Donc, quand on lavait les chambres opératoires, on mettait dans les tambours, et les blouses et tout ça. Et on les stérilisait à l'intérieur. Prêt à opérer, mais tous ces matériels ne fonctionnent plus aujourd'hui. Ici c'est le lit de l'opération. Vous avez vu comment on tourne là. Bon, celui qui est encore, c'est encore opérationnel. Il y a le sciatique, là c'est déjà cassé. Ici nous avons le débuteur d'oxygène. Voilà, ça c'est le débuteur d'oxygène. Avec sa bouteille, la bouteille d'oxygène qui est encore là. Voilà, ici c'est la boîte de synthèse. Donc vous voyez comment il y a les vis. Donc en cas de fracture, voilà, on met les vis. Une piste d'atterrissage qui est savamment exploitée par les actuels maîtres des lieux. Ça servait vraiment de piste d'atterrissage. Parce qu'avant, quand il y avait vraiment les cas qu'il fallait évacuer à Douala ou à Yaoundé, l'hélicoptère atterrissait ici pour récupérer les malades, pour les amener. Ici, c'est la blanchisserie, appelée aussi blanderie. Donc, tous les champs du bloc opératoire, ça venait ici, on les lavait ici, même la tenue des personnels. Et ici, ça servait de cuisine des malades. Donc tous les malades, parce que le secteur c'était le pavillon d'isolement. À l'époque, on hospitalisait les malades qui avaient la tuberculose, ils mettaient au moins 3-4 mois. Un appel est ainsi lancé aux ressortissants de Njombe Penja de la diaspora et aux âmes de bonne volonté pour faire renaître cet hôpital de ses cendres.
Cet hôpital qui était connu d'antan sont des locataires qui y vivent et la population de Penja a tellement besoin d'hôpital pour pouvoir soigner les malades. J'aimerais que les gars de Penja avaient un bon soutien que nous ressemblons pour faire éveiller encore Penja pour la sécurité de Penja et surtout pour la santé, notre santé. Parce qu'on n'a aucun hôpital ici à Penja. Nous réclamons notre hôpital. Aujourd'hui que ce soit la maison de location. Tout est là. Mais il faut retoucher. Il faut la réhabiter. Il y a les lits, mais qui sont environ, ça peut avoir peut-être même 60 à 80 lits, les lits en fer, mais pas les lits modernes d'aujourd'hui. J'ai lancé un appel à l'extérieur. Quand Alain Senou était ici, au pays, je lui ai même donné une procuration de s'occuper. Il lui a même dit de chercher des partenaires. Il m'a dit qu'il devait chercher des partenaires.